Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix du Citoyen. Aujourd'hui je suis avec David Guiraud. Bonjour. Bonjour David Guiraud. On est à Roubaix, dans le quartier de l'Alma, rue de France, tout en Saint-Bald. Pourquoi cet endroit? Parce que c'est un quartier où on est souvent. Pendant les élections présidentielles, c'est aussi un quartier qui a beaucoup fait confiance à Jean-Luc Mélenchon. 76% des voix dans un des bureaux de vote du quartier de l'Alma, où il y a des difficultés, il y a des problèmes, et puis il y a aussi beaucoup d'espoir, une jeunesse qui a envie de se faire respecter, qui bouge, qui fait des choses. Vous avez des associations ici qui font des maraudes pour aider les gens qui sont dans le besoin. Donc en fait, voilà, c'est tout ça ce quartier-là. C'est de la vie, c'est des revendications sociales, c'est une demande de respect, de dignité. Et, nous, c'est important en tant que militants politiques d'aller dans ces quartiers. On n'arrête pas de dire que c'est des quartiers où il n'y a plus de politique, c'est des quartiers morts, il n'y a plus rien. En fait, que non, il y a plein de vie, il y a des jeunes et il y a juste un besoin de dialoguer avec ces quartiers en tant qu'organisation politique, de recréer ce lien-là, ce lien de confiance qui a été brisé par des années d'organisation au pouvoir, au sommet de l'État, qui ont tout promis aux jeunes et qui n'ont jamais rien fait pour eux. Alors on va commencer David Guiraud par la présentation. On va en savoir un peu plus sur vous. On pense notamment aux plus jeunes qui vont voter pour la première fois pour une législative. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et votre parcours en politique? Alors moi je m'appelle David Guiraud, j'ai 29 ans, j'ai commencé le militantisme, je crois que c'était il y a 10 ans. Pendant la campagne de 2012, je me suis intéressé un peu à Jean-Luc Mélenchon. J'ai beaucoup milité à l'université, je suis originaire de Seine-Saint-Denis. Et j'ai milité à la fac. Je crois que mes premiers gros mouvements militants, c'était contre Valls. D'accord. Qui là vient de quitter la scène politique hier, c'était un grand moment. Mais c'était ça, moi, mes premières grosses manifestations en tant qu'organisateur politique, en tant que responsable politique d'organisation de jeunesse. C'était contre la loi El Khomri notamment. Et c'était les premières manifestations où il y avait de la violence. Dans le sens où moi, c'est à ces moments-là que j'ai des amis pacifiques. Il y en a une qui se casse le cou, d'autres qui se prend des éclats de grenades de désencerclement dans la jambe et qui est amenée à l'hôpital. Enfin voilà, c'est tous ces moments-là aussi. Et puis après, j'ai travaillé 4 ans pour Éric Coquerel, qui est député de Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, Épinay-sur-Seine-Saint-Denis et l'île Saint-Denis. J'ai travaillé 4 ans, j'ai été son directeur de cabinet avec un député qui est hyper actif à la commission finances et aussi dans les luttes sociales. Donc voilà, et ensuite moi je suis un militant où j'ai fait beaucoup de luttes politiques, y compris avec Éric Coquerel, et j'avais envie de faire passer ces luttes-là, la voix de ces luttes-là, la voix des quartiers sur lesquels, ces thématiques sur lesquelles je suis engagé depuis pas mal d'années maintenant, de les porter à l'Assemblée nationale. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous présenter à ces élections législatives? Parce que c'est la première fois que vous présentez à une élection. C'est vrai. Et pourquoi avoir choisi cette 8e circonscription? Alors pourquoi je vais aux élections? Parce que c'est vrai qu'au bout de 10 ans de lutte, moi j'ai jamais été candidat à rien à la base, mais au bout de 10 ans de lutte, on se dit que c'est important d'être dans les institutions, de mener ces combats-là. Et moi j'avais envie, quand j'étais plus jeune, de finir mes études, de faire les choses bien, de ne pas devenir salarié de la politique forcément à 19 ans, ce qui n'est pas forcément très sain. Même si ça arrive pour certaines personnes, c'est pas toujours malsain, mais voilà, moi j'avais envie de faire ce cheminement de vie-là, faire mon stage dans la boîte privée, de faire mes jobs d'été, tout ça. Et là, je me dis que c'est peut-être le bon moment. Voilà, j'ai 29 ans, financièrement je suis indépendant, il y a plein de choses qui font que je me dis voilà, c'est le bon moment aussi pour se lancer. Et pourquoi la 8e alors? Pourquoi Roubaix? Pourquoi Wattrelos? Parce que c'est une circonscription populaire qui correspond au combat que je mène depuis plusieurs années maintenant. C'est des thématiques sur lesquelles je suis identifié, la question des quartiers, la question des classes populaires. Et moi, je n'aurais pas été à l'aise, si vous voulez, sur une circonscription rurale. Pas dans le sens où j'ai un malaise vis-à-vis des paysans, mais je ne connais pas très bien leur vécu. Par contre, quand on vient de Seine-Saint-Denis, moi je ne suis pas un gamin de quartier, je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas, je déteste ça d'ailleurs. Il y en a beaucoup en politique qui font ça. Mais bon, quand on grandit en Seine-Saint-Denis, qu'on observe un peu les choses, voilà, on sait ce qui se passe dans ces quartiers-là, on sait qu'on a un devoir d'y retourner, de créer ces liens de confiance-là, de porter des revendications qui amélioreront la vie des gens. Et en fait, cette circonscription, c'est ça, c'est une circonscription hyper populaire, très jeune aussi. Quand je dis hyper populaire, c'est que vous avez 35% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On en reparlera tout à fait. Voilà, donc, la moyenne nationale c'est 14%, pour que les gens comprennent.
c'est quasiment 3 fois plus, quoi. Donc c'est important de mener ces combats-là dans des territoires où beaucoup de partis estiment que c'est perdu, quoi, que c'est foutu, qu'il ne faut pas y aller, que les gens ils vont s'abstenir, de toute façon ils ne vont pas voter pour toi. Ouais. Puis à Waterloo, qui est quand même une des villes de la circonscription, il y a le Rassemblement National qui fait 33% au premier tour, les présidentielles, alors c'est mort, c'est que des fachos. Moi je suis pas... Voilà, c'est une circonscription de conquête, de bataille politique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous considèrent comme être un parachuté? Vous leur répondez quoi à ceux-là? Moi je fais pas semblant en fait, hein. De la même manière que je fais pas semblant d'être un gamin des quartiers, j'ai pas grandi à Roubaix. Ouais. Mais est-ce que ça change grand chose dans le contenu des revendications? Parce que moi je vois beaucoup de gens, ma concurrente directe, la députée sortante, voilà, c'est son argument, c'est moi je viens de là. Bah, elle vient de là, donc elle serre des mains, elle dit bonjour, mais elle fait la retraite à 65 ans. Vous faites la retraite à 65 ans sur des populations ici qui sont dans des travails difficiles, les gens meurent au boulot, sans connaître le bonheur de se reposer, de prendre soin de sa famille, etc. Ils ne sont pas pour l'augmentation des salaires, donc c'est bien d'être là, mais si vous ne les défendez pas, à quoi ça sert? Moi je suis là pour porter un programme, tout simplement. Et je ne fais pas semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas par ailleurs. Ouais. Mais je ne connais pas beaucoup des responsables politiques qui viennent à l'Alma par exemple. Effectivement. Voilà, donc la question elle est là en fait, c'est qui vient dans ces quartiers-là? Pareil, c'est facile de venir de Roubaix ou de Waterloo et de jamais foutre un pied dans les quartiers populaires aussi. Donc je demande à ce qu'on juge sur cette base-là. On va passer au programme. Hein, on va passer à, si vous voulez bien, à cette présentation, ces priorités sur ces 5 prochaines années. On va en passer plusieurs thématiques. On va commencer tout d'abord par le pouvoir d'achat. Après l'urgence sanitaire, l'urgence climatique, il y a maintenant une urgence économique avec cette explosion de l'inflation sur les produits de première nécessité, une difficulté encore plus visible sur notre territoire puisque, je le rappelle, un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté sur notre circonscription, soit plus du double de la moyenne nationale. Alors David Guiraud, je vous pose la question, comment payer moins en période d'inflation? On ne va pas faire ses courses quand on a faim, c'est ça la solution? Alors ça c'est ce que dit BFM, faites pas vos courses quand vous avez faim. C'est un peu difficile quand vous savez qu'il y a 20% des Français qui sautent des repas pour pouvoir... Ouais, quand je parle de quartier plein de vie, c'est ça. Quand il y a 20% des Français qui sautent des repas parce qu'ils n'ont pas d'argent, il y a des manières simples. Vous avez par exemple le blocage des prix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Espagne et le Portugal ont bloqué certains prix, notamment de l'électricité, et que la Commission européenne a dit d'accord. C'est possible de le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en France? Est-ce qu'on est à ce niveau-là d'inféodation, de soumission au règlement européen, en fait avec des élites politiques qui considèrent qu'il faut s'appliquer coûte que coûte des principes idéologiques, de dire ah non, il ne faut pas bloquer les prix, c'est le marché, il faut que les prix circulent, c'est l'offre et la demande. Non. Aujourd'hui, l'augmentation des prix, elle est beaucoup causée à la spéculation. Vous avez la guerre en Ukraine sur certains produits, le blé, etc. Ça, c'est une réalité. Mais sur l'électricité ou le gaz, il n'y a pas moins de production qu'avant, c'est pas vrai. Donc c'est de la spéculation qui crée ça, et ça, on veut l'arrêter. De la même manière qu'on peut dire qu'on fait le SMIC à 1 500 € net. Voilà. Parce que là, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais en fait, c'est même plus ça. Ici, dans des circonscriptions comme Roubaix très populaires, ou à Waterloo, c'est du pouvoir de vivre. C'est plus du pouvoir d'achat, c'est pas acheter des trucs pour se faire plaisir, c'est remplir les besoins de base qu'on a pour vivre, c'est-à-dire se doucher avec de l'eau chaude. Vous avez des quartiers qui ont une panne d'eau chaude depuis un mois, ici à Roubaix. C'est avoir assez d'électricité, pas se prendre des coupures d'électricité par les fournisseurs. C'est pouvoir manger à sa faim. Enfin voilà, là c'est même plus du pouvoir d'achat, c'est pouvoir vivre dignement. Il y a des gens qui nous disent que c'est trop cher. La pauvreté c'est cher aussi, ça a un coût. Les gens qui sont écrasés par la pauvreté n'arrivent pas à faire autre chose que survivre. Et donc n'arrivent pas à se rendre utiles pour la société, sont dans des dépressions, sont dans des situations de maltraitance et ça coûte très cher ça. On n'en parle jamais du coût de la pauvreté, du coût de la précarité. Ça coûte bien plus cher que d'aider les gens. Pour l'emploi, vous l'avez évoqué, donc le SMIC à 1 500 €. On sait que le taux de chômage sur la 8e circonscription est 4 points supérieur à la moyenne nationale, avec un taux de chômeurs n'ayant jamais travaillé 2 fois plus important qu'ailleurs. Ouais. Comment faire pour redynamiser l'emploi sur la circonscription? Là, vous avez un challenge parce que en fait, il faut se rendre compte qu'ici, Waterloo-Roubaix, dans les années 50, vous êtes dans un des plus gros bastions de France du textile. Ouais. Vous avez des milliers et des milliers d'emplois à la Lénière ou autres. Vous avez parfois 6 000, 7 000 emplois dans la même usine de gens qui produisent du textile. Tout a été délocalisé. Quasiment toutes les usines sont parties, en tout cas celles de production de masse. La création du textile a aussi évolué, il y a plus de machines, ce qui n'est pas forcément un mal parce que c'était des travaux difficiles, pénibles, donc que les machines viennent nous remplacer, ça peut être une bonne chose. Mais par contre, la redistribution de l'effort, c'est pas faite. C'est parti dans les actionnaires, c'est parti
C'est les gains de productivité qu'on a fait dans le textile, c'est soit parti à l'étranger, soit dans la poche des actionnaires. Est-ce qu'on a besoin de moins de textile en France aujourd'hui? Moi je crois pas. Je veux dire, vous regardez pendant la crise du Covid, on est même plus la 6e puissance économique mondiale, et pas foutu de fabriquer des masques en quantité suffisante. Donc il y a un besoin de réindustrialiser. Moi je ne vends pas du vent aux gens, je ne sais pas si c'est dans le textile, sur d'autres secteurs, mais par exemple on a besoin de faire une planification écologique, de recréer des centaines et des centaines de milliers d'emplois dans ces filières-là. Et ici, dans cette circonscription et plus généralement dans le Nord, on est à un des carrefours de l'Europe. Ouais. C'est-à-dire qu'on est entre les Pays-Bas, la Belgique, il y a des choses qui transitent. Donc il y a moyen de faire de cette région une région aussi pilote pour certaines expériences industrielles. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, ils ne le font pas. Ou alors tout est concentré à Lille, ce qui est aussi un autre problème. Vous avez une métropole très attractive et tout est aspiré par le phénomène de métropolisation. Donc nous, on doit se battre pour ça. Et le problème, c'est qu'on a des élites locales, comme ma concurrente, qui est d'ici. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour aider à réindustrialiser des activités? Moi, j'avais pas vu grand-chose. Sur la question des retraites, est-ce que vous pensez que politiquement, il y a vraiment urgence à réformer la retraite en repoussant l'âge légal à 65 ans, au point de prendre le risque de mettre les Français à la rue? La retraite à 65 ans, j'imagine que c'est non pour vous. Non, nous, c'est 60 ans. En fait, moi, c'est ce que je me tue à dire, c'est que la retraite, c'est pas un cadeau. C'est des cotisations, c'est un droit. Les gens ont le droit de se reposer. Je sais qu'à l'Élysée, ils ne s'en rendent pas forcément compte, parce qu'ils sont dans des trajectoires sociales où ils font des boulots qui sont parfois usants psychologiquement, mais qui ne vous cassent pas le corps. Dans des circonscriptions populaires comme à Roubaix ou à Trelleau, quand vous arrivez vers les 60 ans, il faut savoir que les 5% les plus pauvres de ce pays, ils meurent en moyenne à 62 ans. Donc en fait, là, ce qu'on promet, c'est aux plus pauvres le fait de mourir avant même de connaître la retraite. Et moi, j'ai une vision de la vie où j'estime qu'il n'y a pas que le travail salarié dans la vie. Il y a d'autres formes de travail qui sont tout aussi utiles pour la société. Quand vous avez 60 ans, vous pouvez vous reposer, vous pouvez prendre soin des petits-enfants, par exemple, parce que les enfants, ils commencent à avoir des gamins, mais qui travaillent. Donc voilà, le week-end, il faut les emmener, ou les mercredis. C'est bien, ça permet aux enfants de se développer dans des petits nids d'amour, et ils se développent bien, ils se développent harmonieusement. On réduit la violence au sein de la société comme ça, en donnant de l'amour aux petits. Vous avez l'engagement associatif. Vous avez l'engagement politique. Tout ça, c'est des formes de travail qui ne sont pas du travail salarié, mais qui sont utiles. Donc non, moi je ne suis pas d'accord. Et surtout qu'en plus, concrètement, ce n'est même pas économiquement efficace de faire ça. Quand on arrive vers 50-55 ans dans des territoires ici où il y a beaucoup de chômage, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'on ne paye pas en allocation chômage, on le paye en retraite, on le paye en allocation chômage. Parce qu'en fait, les gens ne retrouvent pas de boulot. Donc plus on repousse, plus on a de gens au chômage en fait. Alors qu'on devrait partager le temps de travail. Là aujourd'hui, si on faisait en sorte que les gens travaillent moins dans la journée, moins dans la semaine, moins dans l'année, en faisant par exemple un retour réel aux 35 heures, voire en allant vers les 32 heures dans les métiers pénibles, dans les métiers de nuit, parce que ça casse la santé ça aussi. Si on fait la retraite à 60 ans, on libère des postes de travail pour les gens qui n'ont pas de boulot. Voilà. Comment on finance tout ça? C'est généralement la question qui est posée, 60 ans, d'accord, mais comment on finance tout ça? Emmanuel Macron, il a déjà la réponse, parce qu'il dit on veut faire le plein emploi. Si on fait le plein emploi, il n'y a pas besoin de réforme des retraites. C'est les orientations du Conseil d'orientation des retraites qui disent si on est en situation de plein emploi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup de gens qui travaillent, donc vous avez beaucoup de cotisations sociales. Les cotisations sociales suffisent à financer le système de retraite. Aujourd'hui, il manque très peu au système de retraite pour être à l'équilibre. Et dans quelques années, ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites, il sera à l'équilibre. Donc c'est juste un petit déficit temporaire, mais c'est 3-4 milliards d'euros sur un système qui pèse des centaines de milliards d'euros. Donc au nom de 1, 2, 3% manquants par an, alors que dans 10 ans c'est à l'équilibre, on devrait casser la vie des gens. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Après on a trouvé plein de manières d'équilibrer le système des retraites. On a dit par exemple si on fait l'égalité salariale homme-femme, ça représente des cotisations en plus parce que ça augmente les salaires et on augmente les cotisations. Typiquement ça c'est un exemple tout bête. En faisant le plein emploi, qui est même la proposition de Macron, qui est aussi la nôtre, vous avez assez de cotisations pour remplir le système des retraites. Donc il n'y a pas de problème de déficit qui fait qu'on devrait casser la vie des gens comme ça. Non, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire payer la crise aux Français. C'est un peu différent. On leur explique qu'en fait, on a déjà trop dépensé pendant la crise et que maintenant, il faut faire des économies. Et la retraite à 65 ans, c'est une forme d'impôt, c'est un impôt sur la vie. Et tu vas y travailler plus pour payer la crise, parce que l'État ne veut pas mettre l'argent pour te permettre de vivre décemment. Sur la santé, vous dites que la majorité actuelle a cassé l'hôpital public, avec notamment
plus de 18 000 lits d'hôpitaux en moins. Vous dites également qu'à l'hôpital de Roubaix, Victor Provost, le plan blanc a été réactivé en avril 2022 par manque de personnel soignant, qu'il manque plus de 50 personnels ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation s'améliore, David Guiraud? Déjà, on pourrait commencer par réintégrer ceux qu'on a virés bêtement. Ça aiderait un peu, quoi. Et puis, on a besoin de recruter. Nous, je crois qu'on a dit 100 000 soignants dans l'hôpital public et de bien les payer et de leur mettre des conditions de travail décentes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des jeunes qui font leur formation dans ces formations-là. Ils font leur premier stage dans l'hôpital, ils voient ce que c'est, ils s'en vont. Parce que tout est rationné, tout est calculé et on transforme nos soignants en machines en fait. Donc ils s'en vont. Ouais, ils se disent j'ai pas envie de faire ça. Donc là en fait on va être dans une situation, l'école publique ça va être pareil, mais on va être dans une situation où on va manquer gravement de personnel parce que le gouvernement estime que ça y est, ils ont fait le Ségur de la santé, que les gens sont un peu mieux payés qu'avant. En fait on n'a même pas rattrapé le retard. On était un des pays qui payait de l'OCDE le plus mal ses soignants. Donc aujourd'hui on revient difficilement à la moyenne, mais ils méritent d'être traités mieux nos soignants. Et dans toute la fonction publique c'est comme ça. On peut titulariser les précaires, on peut faire en sorte que leurs conditions de travail soient normales. Parce que sinon, en fait, les gens ils vont pas venir, ils vont arrêter et l'hôpital va se casser la gueule comme à Roubaix où en fait le plan blanc, normalement, c'est pendant une épidémie grave, c'est pendant une catastrophe industrielle où il y a plein de blessés. Non, là, le plan blanc, c'est parce que les personnels ils sont carbonisés. Donc on va réduire leur durée de vacances, et après ils vont être encore plus fatigués et il y a un cercle vicieux qui va se mettre en place. Et ça va mal finir. Sur la santé, toujours, vous comptez rembourser tous les soins prescrits à 100%. Oui. Sécurité sociale intégrale. On estime que la santé n'a pas de prix pour nous. Donc en fait, on est pour créer des systèmes de solidarité collective dans la santé, même au-delà, au travail ou autre. Et c'est important d'arriver à renverser les normes là-dedans. On est dans un ordre néolibéral qui nous explique que la santé c'est un coût, que le service public c'est un coût, que c'est trop cher, etc. En fait, ce qui est trop cher, c'est justement de ne pas se donner les moyens que tout le monde soit en bonne santé, parce que quand quelqu'un n'est pas en bonne santé, il arrête le boulot, il a un arrêt maladie, il développe des maladies chroniques, parce que si on ne traite pas à temps une maladie, c'est des maladies chroniques. Quand vous n'avez pas assez de médecins dans un territoire, vous vous retrouvez avec des dépistages tardifs, diabète, il n'y a pas que les cancers, il y a le diabète, etc. Ici par exemple, à Roubaix, vous avez des cas de diabète qui sont beaucoup plus précoces parce que les gens mangent mal. Donc voilà, il faut juste se dire que on a besoin de faire revivre la solidarité et de sortir de notre système de santé tout ce qui est logique de marché, tout ce qui est offre et demande, tout ce qui est non. Donc on part des besoins. Les besoins, c'est que tout le monde soit en bonne santé, on se donne les moyens de le faire. Et ça représente des économies à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres priorités que vous souhaitez mettre en avant? Ouais, moi il y a des thèmes qui me touchent particulièrement. On vit dans des univers avec beaucoup de violence, par exemple. Dans nos quartiers, il y a de la violence, dans nos villes, il y a de la violence. Et la question, c'est comment on fait en sorte que des gamins qui ont des parcours qui sont imbibés par la violence soient sortis de cette violence-là. Pour moi, la question de la maltraitance des enfants, par exemple, fait partie des éléments prioritaires d'action si on veut faire en sorte que la violence diminue dans nos vies. Parce que vous avez 2 millions d'enfants en France qui vivent sous le seuil de pauvreté, 75 000 cas recensés par an de mauvais traitements. Vous avez des gamins qui se suicident, ou en tout cas la cause de suicide en France est la deuxième cause de mortalité chez les plus jeunes, notamment chez les jeunes femmes. Et en fait, quand vous avez autant de violence dans la société, mais forcément qu'en fait vous avez des gamins qui deviennent violents. Et la seule réponse des pouvoirs publics par rapport à ces jeunes-là, c'est d'avoir peur d'eux, de construire tout un récit de peur autour d'eux et de leur mettre des coups de bâton, correctionnels, prison, blabla. Et ça ne les change pas. Moi je pense qu'il faut aller aux racines des problèmes, c'est-à-dire d'aller dans les familles qui maltraitent les enfants. Que l'État assume sa responsabilité de dire il faut protéger ces gamins-là. Vous avez des sujets comme ça qui sont pour moi pas assez évoqués. La pédocriminalité en fait partie. Il y a plein de familles où ça se passe. Je veux dire, il faut arrêter de se mentir. Il y a des familles où il y a de la pédocriminalité, beaucoup plus que ce qu'on pense d'ailleurs. Et forcément, quand un jeune est victime d'abus, quand un jeune est victime de violence ou de maltraitance au sein de sa famille, soit il s'isole, soit il devient violent vis-à-vis des autres jeunes. Ouais. Voilà, et ça, c'est des sujets dont on ne parle jamais et que j'aimerais bien pousser un peu. Ouais. Alors, on va s'arrêter un instant sur Roubaix, notamment l'image de Roubaix aujourd'hui. Comment vous avez vécu toute cette polémique autour de Roubaix? Le reportage
sur l'islam radical qui a pointé du doigt la ville. Puis on a eu derrière toute la récupération politique à ce sujet. Est-ce que Roubaix, c'est vraiment l'Afghanistan des heures de Paris? Vous avez l'impression d'être en Afghanistan là? On est bien là, il n'y a pas de tir de kalash, il n'y a pas de mine, ça va quoi. Regardez, il y a des caméras, il y a 3 iPads, il y a 1, 2, 3 caméras, 3 iPhones, un ordi, rien n'a été volé. Non, ça se passe bien. Moi je viens de Seine-Saint-Denis, je les connais ces reportages en fait. Ouais. Depuis qu'on est gamin, on les connaît. Les types ils arrivent avec leurs caméras, ils font un tour en voiture, ils disent regardez les quartiers islamisés, puis ils se barrent et en fait ils n'ont rien à faire de la vérité. Et en fait ils vendent des pages de pub et sur des méthodes extrêmement malhonnêtes. Encore une fois, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas de tabou, hein. On peut parler d'islam, on peut parler de sécurité, il n'y a pas de problème, mais pas sur des bases aussi salissantes pour les gens. Parce qu'en fait là, typiquement le reportage de M6 sur Roubaix, vous voyez les gamins qui sont de ce quartier, ils vont aller au lycée, souvent ils vont faire des bacs pro, etc. Et puis, ou alors ils vont essayer d'aller à la fac, les femmes un peu plus en général. Et ils vont sortir, ils vont postuler à des entreprises et sur leur CV il y aura marqué Roubaix. Et en fait, ils ne vont pas trouver de boulot à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui vont se dire oula, il vient de l'Afghanistan lui, je ne veux pas de kalash chez moi, donc ils ne vont pas le prendre. C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, ces documentaires-là, ils ont des conséquences sociales. C'est pas juste un débat comme ça sympa à la télé. C'est pour ça que moi j'ai été virulent là-dessus. C'est que je sais très bien ce qui va se passer. On vous a vu virulent effectivement sur ce sujet. Ouais, parce que il faut être impitoyable avec ces méthodes-là. Parce qu'en fait, ça a des conséquences sociales. Je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte. Que les gamins, là, où il y avait des enfants tout à l'heure qui courent un peu partout, dans 5 ans, ça les suivra encore. Ils seront au lycée, ils postuleront pour un stage, pour les petits stages de 3e, etc. Et les gens, ils vont regarder ça, ils vont voir Roubaix. Ils vont voir Roubaix. Et c'est comme Trappes, c'est comme quartier nord de Marseille. Hein. Je veux dire, c'est une situation qu'on connaît dans plusieurs endroits, il n'y a pas qu'à Roubaix. Mais les conséquences sociales, elles sont réelles. C'est les regards. Pour une personne qui porte le foulard, voilà, qui a sa religion, c'est les regards, c'est les gestes, c'est les insultes, c'est la discrimination au logement, c'est la discrimination à l'emploi. Donc forcément, il faut se battre contre ça. Enfin, moi, j'assume parfaitement de dire que je ne suis pas d'accord avec les méthodes de ce reportage-là. Voilà. On va se projeter un petit peu au niveau du vote. Lors du premier tour des élections présidentielles, sur la 8e circonscription du Nord, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête des suffrages avec un score de 41%, loin devant Emmanuel Macron, qui n'avait obtenu que 20% sur la circonscription, qui avait même devancé Marine Le Pen, qui avait obtenu 22%, qui avait été devancée. Est-ce que vous pensez que c'est déjà gagné d'avance pour vous? Non, parce que l'État ici fait tout pour que les gens ne soient pas au courant qu'il y a une élection. Les gens sont mal inscrits sur les listes électorales. L'État n'en a rien à faire. En fait, dans ces quartiers-là, vous avez plein de gens qui ne savent même pas où est leur bureau de vote. Et qui sont allés d'ailleurs pour certains voter pendant la présidentielle pour la première fois et qui ont découvert. Vous les avez questionnés, j'imagine, vous avez un petit peu. On a aussi des gens qui n'ont pas la nationalité française, alors ça fait 20 ans qu'ils sont là. Enfin voilà, on a toutes ces situations-là. Donc non, c'est pas gagné d'avance, on a fait des bons scores, mais il faut revenir sur le terrain. De toute façon, politiquement, élection ou pas, je pense qu'il faut toujours revenir sur le terrain. C'est pas parce qu'à un moment, vous vous approchez politiquement de la vérité, c'est-à-dire que vous êtes bien au courant des problématiques, etc., que vous l'aurez pour toute la vie, quoi. Le fait de venir d'un quartier ou le fait d'être proche d'un quartier ne vous garantit pas dans 10 ans de continuer à bien exprimer les revendications, les colères, les attentes des habitants de ces quartiers-là. Donc nous, on essaye de revenir souvent. On va revenir mercredi, là, dans 2 jours, pour faire un petit street meeting, comme on dit. D'accord. Parce que c'est important de maintenir ce lien-là. Voilà, donc non, il n'y a pas d'élection gagnée d'avance. À Waterloo, le Rassemblement national a fait un gros score aussi. Mais c'est les classes populaires dans cette circonscription. Donc nous, on est sur ça. On est pour porter ce discours-là d'unité de la classe populaire, de la fierté de venir des classes populaires, quelle que soit son origine sociale ou autre. Justement là-dessus, vous dites être dans la presse, vouloir aller chercher aussi les électeurs du Rassemblement national. Vous dites qu'une grande partie de ces électeurs sont en réalité des oubliés. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas fan des discours. Faut aller chercher les fâchés pas fachos. Parce que j'estime que nos idées sont suffisamment fortes pour qu'on n'ait pas à marcher sur les thèmes de l'extrême droite. Quand on parle de fierté de classe populaire, de savoir d'où on vient. Ici, les gens de Waterloo de Roubaix, ils savent d'où ils viennent. Ils viennent des classes populaires. Ils viennent de familles qui ont bossé, souvent de familles d'ouvriers qui ont bossé, qui sont morts jeunes, mais qui ont construit le pays quand même, et qui font tourner le pays encore. Les usines sont parties, donc il y en a qui se sont retrouvés au chômage, etc. Mais
Mais cette image-là, elle est encore forte. C'est nous qui faisons tourner le pays. Et moi, je pense qu'à gauche, il y a cette importance-là, voilà, d'aller parler à tout le monde. Forcément, il y a des gens qui sont en colère, qui pensent que les partis politiques sont tous pourris. À Waterloo, vous aviez un gros électorat François Hollande, par exemple. Donc maintenant, quand vous leur parlez de la gauche, ils disent mais c'est des menteurs. Ils sont pas totalement en tort. Je veux dire, voilà, ils ont voté pour la justice sociale avec Hollande. Enfin, ils pensaient ça. Ils se retrouvent avec Manuel Valls et François Hollande. On les avait prévenus, mais bon. Donc ouais, il faut continuer à maintenir ce dialogue et cette exigence-là, quoi. C'est pas en reprenant les thématiques, les obsessions racistes, sécuritaires qu'on va faire changer les choses. C'est plutôt en disant voilà, tu as le même intérêt que les gens du quartier de l'Allemagne en fait. Tu as le même intérêt à être bien payé, à vivre dignement, et c'est pas en regardant l'assiette des autres comme on te dit de le faire à la télé que tu vas mieux manger toi. Eux, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est que les pauvres ils s'étripent entre eux. Donc voilà, faut lutter contre ça. Un petit mot sur l'abstention aussi. En 2017, le taux d'abstention au premier tour des législatives était de 66% sur la circonscription, 70% au second tour, soit 2/3 des électeurs inscrits. C'est énorme. Ouais. Qu'avez-vous envie de dire à ces habitants qui ne comptent pas aller voter dimanche et qui ne croient plus en la politique ? Bah, on les voit souvent en fait sur les marchés, dans les porte-à-porte. Il y en a plein qui disent je vote pas, ça sert à rien de voter. Ça change rien. Bah, nous on les regarde et on leur dit mais quand Macron a été élu, ça a changé des choses. S'il est réélu, ça va changer des choses. Il va faire la retraite à 65 ans, il n'augmentera pas les salaires, les prix vont continuer d'augmenter. Donc si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, pourquoi ça ne changerait pas ? Si Zemmour il était élu, ça aurait changé des choses pour ta vie. Donc si Jean-Luc Mélenchon était élu Premier ministre, pourquoi ça ne changerait pas ? Et surtout, c'est pas parce que vous n'allez pas voter que les autres ils vont pas y aller. Et c'est ça le problème. Ici en fait, les responsables publics ils viennent plus. Parce qu'il y a de l'abstention, c'est ce que j'essaye de dire aux jeunes. Le jour où dans votre quartier, et dans tous les quartiers de France, c'est comme ça. Le jour où dans votre quartier, le taux de participation il est à 80%, le lendemain vous avez le maire qui va venir serrer des mains, bonjour, alors là, vous allez vous faire respecter. Donc c'est ce qu'on essaye de dire aux gens, faites-vous respecter, montrez que vous êtes fort, montrez que vous avez une puissance, que la France c'est aussi votre pays, que vous avez le pouvoir d'influencer les décisions politiques, de choisir vos représentants. Et c'est à partir de là qu'on arrive à souvent faire revenir quand même des gens au vote. Nous on mène, à Roubaix c'est une bataille contre l'abstention qu'on mène, Waterloo c'est un peu différent. Roubaix, Jean-Luc Mélenchon il fait 52% des voix au premier tour. Si on va chercher juste nos électeurs du premier tour, on passe. Mais c'est l'abstention. Voilà. Alors David Guiraud, notre interview touche à sa fin. Avant de conclure cette interview, je vais vous laisser quelques secondes avec cette caméra. Juste pour convaincre les électeurs à voter pour votre candidature dimanche. Ah bah je crois qu'il y a un enjeu, il y a un intérêt cette année à ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, on le connaît, c'est le président des riches. Les riches, ils peuvent se passer de services publics. Les riches, ils peuvent se passer de la solidarité. Les riches, ils peuvent emmener leurs gamins dans des écoles privées, dans des hôpitaux privés. Mais la plupart des Français, ils ne peuvent pas. Probablement vous, qui nous regardez, vous ne pouvez pas. Donc vous avez besoin d'élire des représentants qui fassent barrage à ça. Nous, on a fait en sorte de dire on veut conquérir le pouvoir. On veut être prêt à exercer le pouvoir pour changer la vie des gens, pour rendre la vie des gens plus douce. Avec la retraite à 65 ans, avec la reconstruction de notre hôpital public, avec une école publique qui ne soit pas dans l'état aussi dégradé qu'elle est aujourd'hui. Et on peut le faire. On a travaillé sérieusement, c'est du boulot, c'est des défis, c'est des challenges. Mais on a travaillé, ça fait 10 ans qu'on porte un programme politique qui est crédible et qui est de plus en plus crédible aux yeux des gens, même aux yeux de certains décideurs. Donc voilà, c'est le 12 et 19 juin. Vous pouvez faire ce choix-là, ce choix de la dignité, ce choix d'exiger le respect et pas de le quémander, pas de le demander gentiment avec le sourire. Non, de l'exiger parce que c'est un droit et moi j'entends être le candidat qui permettra à ce droit de revenir un jour avec un peu de fierté dans les yeux des Français, quoi. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté cette interview, David Guiraud. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos citoyennes et d'autres interviews. Ciao.